a des points de vue comme ça qui disent allez, on travaille sur l'eau, mais je veux dire, cette attention pour des frites, pour des petits éléments comme ça. Oui, ça, je reconnaissais bien le bajoyer, le jaune. Oui. Je collectionne, tu vois, les peintures sur le canal, justement. Ah oui, tout à fait. C'est devenu ma nouvelle passion. Ah oui, tout à fait. Je collecte juste pour... Ouais, je vous en prie, prenez place. Alors, j'ai d'abord une petite communication à faire vers les orateurs. Ne partez pas sans les petits cadeaux qu'on vous a réservés. Donc, vous avez une bouteille de vin, ça peut toujours servir, et 2 livres, un offert par la FABI, qui est Patrimoine de fer, fonte et acier, et un autre sur les gestes du patrimoine édité par la voix. Alors, cet ouvrage-ci, pour ceux qui ne l'ont pas et qui ne sont pas orateurs, qui viennent vers moi à l'interruption pour que je leur vois avec eux comment leur en procurer. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole. Donc on va avoir un ensemble de 4 exposés qui ont été coordonnés par Lise Naclé. Donc Lise Naclé est historienne de formation et experte du canal bruxellois. Elle est spécialisée en urbanisme et aménagement du territoire. Elle était membre de la Commission royale des monuments et sites en région bruxelloise durant 4 ans. Elle est actuellement attachée à un cabinet ministériel et experte indépendant. Et c'est elle qui a coordonné les 4 exposés, le sien, ça c'est plus facile, et les 3 autres qui vont suivre. Lise, tu as la parole. Merci beaucoup, Michel. Et donc, Jure m'a demandé de faire une petite présentation relative au patrimoine industriel bruxellois autour du canal, et ça tombe bien, puisque le canal, c'est vraiment mon dada depuis quelques années. J'ai commencé à me passionner pour le canal en 2012, dans mon premier emploi, où je suis arrivée dans une agence d'urbanisme public. Je ne vous parle pas de ça pour vous parler de moi, mais juste pour vous raconter le contexte et du point de vue par lequel je vais vous parler du canal. Donc, dans cette agence d'urbanisme où j'ai eu l'occasion de coordonner et d'écrire en partie cet ouvrage qui s'appelle « Canal, vous avez dit canal ». Je m'intéresse au canal et aux activités industrielles, et donc mon emploi suivant, c'est à la Chambre de commerce et de l'industrie, logique, où je suis conseillère en urbanisme et en immobilier. Et la Chambre de commerce, c'est un partenaire social. Et donc en tant que partenaire social, je siège dans plusieurs conseils. Voilà, comme ça. C'est mieux. La Commission régionale de développement et divers CA publics, privés qui font du logement et du développement immobilier à Bruxelles. Ensuite, je décide de partir pour devenir indépendante, et là, le canal me rattrape et je retombe dedans puisque je deviens à mi-temps conseillère dans un cabinet ministériel où je m'occupe du port de Bruxelles. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le point de vue que je vous expose, c'est un point de vue très 360 degrés, qui est à la fois celui d'administration, si vous voulez, du privé, et finalement aussi un point de vue politique. Alors pour la petite anecdote, j'ai découvert le canal quand j'avais 13 ans, en allant avec ma maman au magasin Les Tissus du Chien Vert, que les Bruxellois connaissent sûrement. J'étais fascinée par cette étrange barrière naturelle, en tout cas pour quelqu'un qui venait du sud de Bruxelles, qui marquait la limite du Bruxelles que je connaissais, qui m'évoquait sans vraiment bien comprendre pourquoi, un passé zolien d'ateliers grouillants et d'industries fumantes. Un moment décisif qui m'a sans doute amené à m'intéresser justement à l'histoire urbanistique de Bruxelles, à l'histoire, à l'urbanisme, donc forcément au patrimoine, mais avec une dimension d'usage. Là, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, parce que je n'avais jamais entendu l'exposé de M. Host, mais du coup, ça recoupe ma propre définition. Une approche qui étudie la pérennisation des activités urbaines, sociales, économiques ou culturelles dans des espaces à dimension patrimoniale, pensés ou à repenser pour les accueillir. Je vous propose donc de parcourir avec vous quelques exemples emblématiques, mais exhaustifs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, des tendances de ces 10 dernières années, sans entrer dans les détails vraiment patrimoniaux, mais en s'arrêtant plutôt sur les nouvelles fonctions urbaines qui sont attribuées aux bâtiments et aux sites présentés. Parce que mon domaine, c'est vraiment celui de la renégociation permanente entre la préservation muséifiée et la nécessaire évolution des espaces comme condition sine qua non de leur exploitation, et par extension de leur pérennisation.
Le mot exploitation est un peu effrayant quand on parle de patrimoine. Il résonne comme la menace de compromis techniques et architecturaux au détriment de la qualité du bâti existant et de ses subtilités. Il résonne aussi comme une volonté de se servir du patrimoine et de son cachet comme d'un argument marketing pour faire du neuf avec du vieux. Car le patrimoine et le paysage industriel, c'est devenu depuis une trentaine d'années un argument marketing qui s'illustre très bien dans pas mal de projets étrangers. Les exemples sont nombreux, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, le quartier de Brunswick à Brooklyn, qui est un des quartiers de New York qui était considéré comme un des plus dangereux, jusque dans les années 2000, où un homme, Joseph Firkola, un promoteur immobilier, un homme d'affaires, en fait, décide d'embellir un peu les rues de ce quartier industriel en proposant à des artistes de street art de décorer les murs. Donc pas vraiment le résultat de l'enthousiasme spontané des habitants, mais qui en tout cas lançait une tendance qu'on retrouve en fait à beaucoup d'endroits dans les zones industrielles. À Hambourg, l'ancienne zone autour de l'Elbe, portuaire autour de l'Elbe, qui se redéveloppe dans une nouvelle zone urbaine, Hafen City. Je vous ai dit, c'est vraiment des exemples un peu gros que tout le monde connaît, mais qui ont été assez inspirants, je crois, indirectement pour Bruxelles. Et alors Londres, autour de Regent's Canal, transformé en promenade vers le quartier tendance de Camden Town, et où énormément de projets immobiliers de logements ont poussé ces 20 dernières années. Parce qu'en effet, le patrimoine industriel offre un décorum relié à un imaginaire qui a été galvaudé durant des dizaines d'années, mais qui anime maintenant une vision de ville renouvelée, renaissante, voire carrément trendy. Le territoire de Canal à Bruxelles est en cela un laboratoire qui a connu plusieurs phases d'expérimentation. En témoigne une série de projets de réaffectation de bâtiments industriels portés de manière plutôt disparate depuis les années 80, principalement dans la commune très dense et populaire de Molenbeek. Citons l'emblématique Plan K, dont je parlais à l'instant avec monsieur, qui fonctionna de 79 à 86 dans une ancienne raffinerie rue de Manchester et qui, pour la petite anecdote, accueillera le premier concert de Joy Division, hors d'Angleterre, donc rue de Manchester, pour ceux qui suivent, qui est un lieu aujourd'hui qui est consacré à la création artistique et à la danse contemporaine, qui s'appelle Charleroi Danse. Ou encore la fonderie... la fonderie, je n'ai pas d'image parce que tout le monde connaît la fonderie, évidemment, à Bruxelles, qui est une ancienne fonderie, comme son nom l'indique, et qui est devenue le musée de l'industrie bruxellois. Ou encore le Clos du Cheval Noir, qui est une reconversion de la Société régionale de logement des anciennes brasseries Hellemans, qui sont transformées en 2010 en 35 logements ateliers pour artistes, que certains qualifieront de cheval de Troie de la gentrification, mais ce n'est pas le sujet ici. Voilà, je ne vais évidemment pas non plus m'étendre sur des sites comme Tour et Taxi qui font l'objet de présentations spécifiques, mais pour souligner juste peut-être que des développements immobiliers comme Tour et Taxi, à l'instar d'éléments que j'ai cités avant, ont sans doute attisé l'intérêt de la promotion immobilière et qui, dès le début des années 2000, en fait, va laisser des traces puisque ça va un peu marquer une espèce de début d'engouement collectif. Et dans le sillage de ces projets-là, que ce soit Tour et Taxi ou Datenor, la fameuse tour de logement la plus haute de Belgique, qui est juste à flanc de canal, beaucoup de développeurs privés, mais aussi publics, comme la SDRB, vont venir faire fleurir divers projets qui vont en fait attirer l'attention des pouvoirs publics, qui vont être soucieux d'encadrer certainement ces développements, mais sans doute aussi de valoriser une partie de ces territoires qui sont considérés alors comme des ressources foncières. À Bruxelles, ce phénomène s'inscrit dans un contexte bien spécifique, qui est celui de la réforme du PRAS, un contexte de boom démographique, puisque d'ailleurs ce nouveau PRAS va s'appeler le PRAS démographique, donc le plan régional d'affectation du sol, désolé pour les acronymes bruxellois, qui justifiait un peu de s'intéresser à ces espaces délaissés pour je cite vraiment, c'est comme ça que c'est dit dans la nomenclature bruxelloise, mobiliser les potentiels. Et donc il y a deux outils qui vont émerger en 2013. Donc l'un réglementaire, qui est ce fameux PRAS démographique, qui détermine et spatialise les fonctions, habitat, bureaux, espaces verts, qui peuvent s'implémenter dans les différents quartiers. Alors un autre outil, qui se voulait plus stratégique et plus réflexif, qui est le plan Canal.
Alors, on peut juste noter que ces deux plans émergent plus ou moins en même temps la même année, alors que la logique aurait voulu qu'on fasse d'abord la réflexion et la stratégie et qu'ensuite on marque ça dans la réglementation, mais c'est pas le sujet non plus. Mais pour revenir un petit peu au PRAS démographique, il faut savoir que ce PRAS invente un nouveau concept en région bruxelloise qui est la ZEMU. La ZEMU, c'est une zone d'industrie en milieu urbain. Autrement dit, d'anciennes zones industrielles, les anciennes ZTU, qui vont désormais être éligibles à la construction de logements, mais avec une condition. Cette condition, c'est de garder de l'activité industrielle ou des activités productives au rez-de-chaussée. Alors, ça pose pas mal de questions de définition. Il y a eu beaucoup de débats dans les commissions que je suivais à l'époque pour savoir ce que c'était qu'une activité productive, parce que où place-t-on, par exemple, la production culturelle et les industries créatives. Et donc, ça, c'est un contexte qui va quand même fort marquer le développement immobilier bruxellois, mais je sais qu'Anders reviendra là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre. Je vais un peu vous parler des objectifs du plan Canal. Et l'objectif du plan Canal, c'était de réaliser, et là je cite vraiment la phrase d'intro du plan Canal, un plan d'action, un plan pour accompagner la transformation du point de vue le plus fragile et le plus sensible de la région, la vallée de la Seine et le Canal. La ligne d'eau, lit de sa fondation, est devenue une ligne de fracture sociologique urbaine. Alors cette mission assez ambitieuse de réparer la ville est confiée à l'architecte urbaniste français Alexandre Chemetov, qui est connu pour avoir travaillé sur l'île de Nantes. Vous avez un petit exemple ici qui est assez similaire à ce qui se fera à Bruxelles, à ce qui se fait à Bruxelles. Et donc ce dernier et son équipe développent une approche de travail qui est basée sur la cartographie et l'identification du domaine et de son emprise, autrement dit des ressources foncières et bâties, publiques et privées mobilisables. C'est une approche qu'il a pratiquée justement à l'île de Nantes et qui est reproduite quelque part à Bruxelles. Je pense qu'il ne s'attendait pas à se heurter à une telle complexité, mais voilà, il va développer ça avec ce fameux outil ressources du domaine. Et donc, même si le patrimoine n'est pas ici l'axe prédominant de l'approche, les usines, les fabriques et les ateliers sont considérés comme des thèmes territoriaux qui vont servir à tracer les contours de cette cartographie. Donc, on peut déjà se féliciter quelque part que cette réflexion se soit appuyée, entre autres, sur ces éléments de patrimoine. La méthode utilisée, c'est celle de la visite de terrain. Il y a un gros travail photographique qui a été fait par les équipes et qui longe le canal un peu dans tous les sens et alors qui identifie les forces, les faiblesses, les opportunités. En gros, une analyse SWOT du territoire avec, somme toute, un regard assez bienveillant sur l'existant. En témoigne justement ce type d'approche où vraiment ils mettent en exergue des exemples, voilà, pas spécialement sexy de prime abord, mais de patrimoine industriel qui n'est pas encore considéré comme du patrimoine à ce moment-là, ce ne sont pas des objets classés, ou alors justement un centre sportif qui vient s'installer dans un espace reconverti. Alors, le patrimoine est plutôt présenté comme un support qui réconcilie une esthétique avec des fonctions urbaines de l'industrie, de logement et d'équipements collectifs. Donc, on y vient pas tout à fait pour ce qu'il est en soi, mais pour le support qui suppose. Voilà. Donc, ça, c'est le fameux plan Canal dont on a beaucoup parlé à Bruxelles, mais ce dont on parle un petit peu moins, c'est qu'en fait, le travail d'Alexandre Chemetov, il s'est interrompu relativement brusquement en 2014-2015, je ne sais plus très bien, et pour des raisons plutôt obscures, voilà, qui, je pense, était une petite dissension méthodologique entre les pouvoirs publics et le prestataire. Mais on va continuer à mobiliser ce fameux plan Canal, parce que les grands principes et les constats qui sont esquissés dans le plan connaîtront une dispersion dans la très longue liste des plans et stratégies bruxelloises, mais ça donnera naissance à quelques initiatives, comme par exemple le BKP, donc qui est une analyse paysagère des contours du canal à Bruxelles, mais paysagère pas forcément dans un modèle spécialement approche patrimoniale, mais plutôt paysagère avec une approche environnementale. Et alors à l'étude Bouddha+, qui se concentre sur les alentours du pont de Bouddha, que je vous montrerai tantôt, et voilà, qui aborde un peu ce côté de la ville qui est assez décousu, qui est à la frontière avec la région flamande, et où il y a beaucoup d'espaces délaissés, et où du coup le but est, en coopération avec la région flamande, de recomposer un peu ces espaces autour toujours de questions industrielles. Mais donc,
ce qu'on doit surtout retenir de ce plan Canal, à mon sens, c'est qu'il a clairement lancé il a servi de support à beaucoup de discours politiques et à une tendance à Bruxelles qui s'est fort marquée dans une forme de marketing territorial qui a été fort reprise par les médias et tout ça. Et donc on pourrait un peu parfois qualifier de faire valoir avec une prise en charge politique de ces espaces ressources qui met vraiment en lumière une portion du territoire, mais qui vient aussi finalement un peu confirmer l'intérêt de la promotion privée immobilière, privée et publique sur ce territoire. Alors, dans le sillage du plan Canal, il y a plusieurs projets qui vont connaître une phase d'accélération, des dizaines de projets de logement, tant publics que privés, qui seront mis à l'étude et réalisés, certains avec succès, d'autres avec moins de succès, certains avec rapidité, d'autres pas beaucoup de rapidité du tout. Mais là, Anders Bulck, je pense, reviendra sur le sujet. Mais aussi une série d'équipements collectifs qui seront là développés aussi dans des lieux à caractère patrimonial. Alors, en 2014, la restauration de l'ancienne meunerie Moulard, dont M. Menendez nous parlera ensuite, donc je ne vous montre pas. Et aussi le très connu garage Citroën. Donc c'est dans ce bâtiment emblématique moderniste qui a été édifié à Bruxelles à l'initiative même d'André Citroën en 1930 et qui était encore en activité à l'époque où la région l'achète en 2015 pour y développer un musée d'art contemporain de 40 000 m², c'est énorme, voilà, et dont les travaux devraient s'achever en 2025. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce projet-là que j'apprécie que moyennement, tant pour sa gouvernance que pour son traitement patrimonial, où on peut vraiment dire qu'il a été déshabillé, désossé, et là on fait vraiment du façadisme. Et par ailleurs, pour le message qui a été envoyé et qui accompagnait justement l'ambition d'un musée à vocation internationale et qui laissait entendre qu'il ne se passait rien à Bruxelles en termes d'art contemporain, alors qu'on est une ville extrêmement dynamique, qui a d'autres infrastructures qui fonctionnent et qu'une association avec un musée aussi connu que Pompidou n'était peut-être pas forcément la panacée en matière d'art et de culture si on voulait valoriser Bruxelles. Mais ça c'est un avis personnel. Mais donc, autre projet que là j'affectionne un petit peu plus, le redéveloppement de l'ancienne brasserie Bellevue, qui combine du logement, des hôtels, un musée. Mais pareil, on y revient cet après-midi avec monsieur Jean-Paul Putz, qui est le promoteur-développeur de ce projet. Et moi, quand je vous dis que je le trouve qualitatif, c'est justement qu'en termes de fonctions, il combine vraiment plusieurs fonctions, l'hôtel, le logement, la formation, etc. Et qu'en plus, c'est un projet public, privé, contigu, et qui est tourné vers les jeunes, avec un musée de street art, mais pas dans sa dimension forcément très, très bling-bling, quoi. Et alors, un autre exemple encore intéressant et très illustratif, par contre, parfois de la complexité des projets bruxellois, le site de production de l'apéritif Beer, qui a été construit en 1923, et qui était en activité jusque dans les années 60. Il a ensuite été racheté par le CPAS de la ville de Bruxelles en 2007, et il a fait l'objet d'une rénovation assez houleuse et assez compliquée, mais il va finalement s'ouvrir en 2018 comme une pépinière d'entreprise. Donc on reste là sur une vocation plutôt économique, voilà, qui fonctionne, qui ne fonctionne pas encore vraiment de manière transcendante, mais qui commence un peu à prendre ses marques dans le quartier. Alors, tout ça pour dire que finalement, le plan Canal, qui développe un peu cette philosophie de la mixité et tout ça, aura un impact un peu moindre que cette fameuse modification du PRAS. Parce que même si la modification du PRAS et ces fameuses émues, elles concernent des zones avec un petit peu moins d'intérêt patrimonial, elle illustre vraiment un changement de paradigme dans la manière d'appréhender la ville. Et ce changement de paradigme, c'est la naissance d'un narratif autour de la mixité sociale, mais aussi la mixité des fonctions, pour justifier la superposition des usages dans une vision parfois un peu romantisée de la ville industrielle dans laquelle se côtoyaient des ateliers bruyants et odorants et des logements souvent insalubres. Mais ça, évidemment, ce n'est pas présenté comme tel. Alors,
justement, dans une ville qui se densifie et qui a pris la mesure des contraintes et des externalités négatives de la monofonctionnalité, cette approche est louable, mais elle est à double tranchant. Parce que derrière l'innovation urbaine qu'elle suppose, elle crée pas mal de tensions. Parce que les nouveaux habitants, d'abord séduits par le caractère industriel et un peu tendance, finissent vite par se lasser des bruits et des contraintes olfactives qui peuvent être inhérentes à un paysage industriel. Je vous ai mis une petite illustration ici que j'aime beaucoup, qui combine ces deux grues. La grue qui sert pour l'entreposage sur un site et la grue qui sert à construire un nouveau projet immobilier juste en face du canal, et donc qui illustre bien cette double tendance justement qu'on voit émerger à Bruxelles. Mais donc, des tensions, on l'a un peu abordé tantôt aussi sur la mixité sociale, qui relève parfois d'une forme de fantasme, voilà, où le phénomène de la gentrification, qui, sans intentionnalité négative, produit quand même souvent les mêmes effets. C'est-à-dire que l'essentiel des nouveaux logements, finalement, ils sont construits pour des classes moyennes, voire dans une logique plutôt de standing, et qu'en fait, finalement, ils sont inaccessibles à la majorité des habitants, des Bruxellois, qui font ce fameux boom démographique. Et enfin, une tension autour justement de la destination des espaces culturels et artistiques, qui, même s'ils sont précieux et nécessaires à la ville, doivent être pensés pour les habitants, et pas seulement pour amuser les visiteurs de passage ou pour flatter l'ego de certains maîtres d'ouvrage. Et là, je rejoins une réflexion du philosophe Jean-Claude Michéa, qui s'interroge vraiment sur la fonction de l'urbanisme planologique et réglementaire, et qui dit que finalement, est-ce que ça ne consisterait pas plutôt à aménager les conditions d'existence de ceux qui habitent la ville, plutôt que de produire et de communiquer une image destinée à séduire ceux qui y passent, des touristes ou des investisseurs. Et je ne peux vraiment pas lui donner tort dans parfois la tournure que Bruxelles fait porter à ce constat, parce que Visite Bruxelles vend, donc Visite Bruxelles qui est l'administration, comme Visite Wallonia, qui vend le territoire bruxellois dans son ensemble, vend spécifiquement le territoire du Canal comme, je cite, un quartier industriel reconverti en lieu tendance et durable. Alors, pour moi, cette revalorisation, elle en dit quand même long sur la valeur, justement, qu'on accordait à ces quartiers plutôt populaires et industrieux. Et ça m'amène à une petite réflexion en lien direct, justement, avec la sémantique de ce colloque, qui est la réaffectation et la revalorisation. Parce que pour moi, cette approche, elle suppose de facto que l'existant devrait faire l'objet d'un changement d'usage, réaffecté, ou d'une augmentation de sa valeur, que ce soit sur le plan de son utilité urbaine ou de son amortissement financier après travaux. Au risque, peut-être parfois d'oublier qu'un patrimoine qui existe, qui fonctionne et qui évolue au diapason de sa fonction initiale et qui, moyennant quelques adaptations, pourrait très bien passer à la postérité comme tel. Il ne faut pas nier non plus que cette valorisation, souvent, elle doit permettre des équilibres financiers qui sont d'autant plus délicats qu'on est justement dans des biens classés, avec tout l'arsenal des contraintes techniques qui en découlent. Et à plus forte encore raison quand il s'agit de patrimoine industriel, où il y a un élément qui vient souvent alourdir les coûts associés à la reconversion, c'est les pollutions de sol, voilà, qui entraînent des surcoûts souvent considérables. Et ça crée des situations parfois un peu ambiguës. Alors j'ai un exemple qui ne concerne pas spécifiquement une pollution de sol, mais qui pour moi est très parlant de ces contraintes liées aussi au patrimoine industriel. C'est le phalanstère Godin, qui est en face du canal et qui a été créé en 1880 par Jean-Baptiste Godin. Donc dans toute cette logique qu'on connaît des phalanstères, c'est-à-dire qui autorisent dans un même lieu des logements de plusieurs familles, mais avec toute une série d'aménités complémentaires, une école, une crèche, un lavoir commun, etc., etc. Et donc ce bâtiment, en fait, appartient en 2012 au CPS de la ville de Bruxelles, qui a un projet qui est de le reconvertir en espace collectif de logement social, ce qui est plutôt louable, vu la destination initiale du bâtiment. Mais en fait, la reconversion va être tellement compliquée, il va y avoir tellement de problèmes techniques que finalement, en fait, il va être revendu en 2018 à un promoteur immobilier qu'on
concomitamment par ailleurs à l'ouverture juste à côté, vraiment un jet de briques d'un centre commercial, plutôt tendance lui aussi. Et donc ce promoteur immobilier va redévelopper cet endroit en y faisant 57 appartements de 1 à 6 chambres avec un prix moyen avoisinant les 3 000 mètres carrés, 3 000 € le mètre carré, qui est subtilement rebaptisé Utopia by Godin. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en dépit des efforts qui sont fournis par le promoteur pour respecter la nature collective, c'est-à-dire qu'il fait un coworking, une salle de gym et un Horeca dans le bâtiment, pour faire du collectif, il est un peu triste de constater que ce bâtiment emblématique d'une philosophie de l'habitat social n'a pas pu garder, outre ses murs, sa fonction. Voilà, toujours cette fameuse gentrification qui hante le canal comme le monstre du Loch Ness qui revient comme ça. Voilà. Mais au-delà des enjeux financiers, c'est parfois une cécité qui est révélatrice d'une vision très restrictive du patrimoine, focalisée sur le bâti, approché comme un objet isolé et non comme un ensemble dont tout est plus que la somme des parties. Et là, je vais vous parler d'un exemple qui me tient vraiment très fort à cœur, que j'aime beaucoup, qui est le cas emblématique de l'avenue du Port. Alors, c'est une large artère industrielle qui a été tracée en 1905 parallèlement au canal et qui s'étire sur plus de 1500 mètres carrés entre la place Sainte-Tolette et la rue Classen. Elle longe le bassin Bécot et le quai aux matériaux qui deviendra prochainement un parc régional de grande ampleur et qui se poursuit le long du bassin Vergote qui, lui, a toujours sa vocation industrielle. Et donc, cette artère, quand elle a été tracée, avait vraiment pour vocation de desservir à la fois la nouvelle zone logistique de Tours et Taxi et les sites portuaires. Et ce sont vraiment des entreprises du secteur de la construction qui s'y installent, des grossistes en matériaux, des cimentiers, qui ont érigé leurs magasins, hangars, bureaux à partir de 1910. Et dont une grande partie sont d'ailleurs encore là, dans la partie Vergote. Et dès l'origine, l'artère est recouverte de pavés en porphyre de Canast, un matériau résistant à la circulation lourde inhérente aux activités du port. Et dans la seconde moitié des années 20, l'avenue est plantée de 2 rangées de platanes. Voilà. Il faut savoir que cette avenue a d'abord en fait été percée sur un terrain de la Société anonyme du canal et des installations maritimes et qu'elle a été rétrocédée à la ville en 1962 avec tout l'historique qu'on lui connaît qui du coup met en péril quelque part sa vocation industrielle. Et les petites illustrations que je vous mets ici, donc les deux de gauche illustrent un peu le schéma de la perspective de la rue actuelle avec ses pavés. C'est une des dernières artères européennes qu'on a de cette ampleur-là à caractère industriel. Et alors les projets, une des esquisses de projets, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de projets, où on voit la future avenue du Port qui, objectivement, a perdu tout caractère industriel, et par ailleurs un projet dont la construction va débuter prochainement d'immeubles qui, pour moi, auraient plus leur place le long de Central Park qu'à cet endroit-là, mais de nouveau, c'est une question de goût. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que clairement, le caractère industriel a tendance à se disloquer dans cette vocation à la modernisation. Voilà. Et à part quelques défenseurs acharnés des platanes, des pavés, il semble que beaucoup de Bruxellois en fait, soient assez imperméables à cette esthétique et à cette fonction, que ce soit des administrations, des techniciens, des urbanistes, voilà. Alors que son intérêt se dessine là pour le coup autant dans les vides que dans les pleins. Et justement, je voulais vous citer quelques exemples de sa valeur, outre sa valeur historique et outre sa valeur esthétique. En fait, cette avenue a énormément d'autres usages, pour reprendre les termes de Monsieur Host, qui justement, plus il y a d'usage a priori, plus c'est résilient. Et donc, outre le fait que c'est une voirie industrielle qui continue à desservir un bassin qui est en activité, et quoi qu'on en dise, ce bassin en activité participe vraiment de près au métabolisme urbain de Bruxelles, avec ses cimenteries et toutes ces entreprises qui ont tendance maintenant à se tourner vers justement plutôt de l'économie circulaire. Mais c'est aussi une avenue qui permet une gestion intégrée des eaux de pluie, avec des pavés qui permettent l'infiltration dans une zone, justement, on est en fond de vallée, et évite justement les renvois d'eau directement à l'égout. Une zone arborée, c'est joli, mais à côté des cimenteries, ça permet en plus d'arrêter les poussières. Et alors aussi une pérennisation d'un savoir-faire emblématique de Bruxelles, ces pavés. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une grande partie des quais de New York qui sont pavés avec des pavés belges, des pavés bruxellois, enfin,
pas belge si ça vient de Canast, enfin pas bruxellois si ça vient de Canast, mais donc des pavés belges, c'est vraiment un savoir-faire qui est très spécifique, qui demande des techniques bien spécifiques et qu'on est quasi en train de perdre à Bruxelles parce qu'on ne place plus de pavés, parce qu'apparemment c'est contraignant. Voilà. Et donc il y a eu énormément de projets de remodelage de l'avenue du Port et pour le moment, l'avenue du Port bénéficie chaque fois de sursis parce que ce soit pour des raisons économiques, patrimoniales enfin, voilà, elle est toujours plus ou moins sauvée par des oppositions, mais voilà, on ne sait pas quand cette tendance à la modernisation va finir par l'emporter dans son flot. Et alors je voulais vous parler d'un autre exemple qui est tout proche, qui est le Centre Tir, qui est un ensemble de 2 complexes d'entrepôts modernistes qui ont été conçus en 57, enfin là en 57, l'autre en 1974, et qui ont été conçus pour la Société Anonyme du Canal, et qui se trouvent sur le site de Tour et Taxi, parce que dès 1911, ce site de Tour et Taxi concentre l'ensemble de la vie économique bruxelloise liée au transport et à l'entreposage de marchandises. Tour et Taxi est littéralement ce qu'on appellerait maintenant une plateforme multimodale, puisque sont associés pour la première fois sur un site de 34 hectares les fonctions de perception des douanes, d'entreposage de marchandises, de transport, de chemin de fer, de voies d'eau, de routes, etc. Tout ce à quoi on aspire en fin de compte maintenant. À l'époque, c'est 1400 wagons par jour qui circulent dans la gare, qui est en fait une des plus importantes du pays. Voilà. Mais donc aujourd'hui, ce fret ferroviaire, il est plus d'actualité. Mais le Centre Tir, il fait l'objet d'une proposition de redéploiement. On appelle ça, on ne sait pas si on doit dire revalorisation, redéploiement, d'une étude, que moi je suis par ailleurs avec le port de Bruxelles. Et on sent déjà pas mal de tensions qui émergent justement autour de ce Centre Tir, parce qu'on est juste contigu à Tour et Taxi, et beaucoup de gens aimeraient voir disparaître ce Centre Tir que certains jugent inutile pour en faire plutôt du logement, puisque c'est à la mode. Mais c'est sans doute oublié que ce Centre Tir, il remplit une fonction essentielle et stratégique dans la Tir, dans la ville, celle d'un centre de distribution urbain, et qu'un centre de distribution urbain, à une époque où la mobilité est de plus en plus contrainte, ça devient vraiment des enjeux stratégiques pour une ville. Voilà. Et du coup, ça pose vraiment cette question par rapport à ce bâtiment qui, je ne m'étends pas dessus, mais qui est reconnu comme étant ayant un caractère patrimonial vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait, plutôt que entre guillemets, en faire table rase, vraiment le considérer comme un support, un redéploiement d'une activité qui est similaire à la sienne maintenant, mais qui permettrait justement de le pérenniser. Mais du coup, avant de conclure, je voulais qu'on s'intéresse à d'autres petits exemples d'infrastructures qui fonctionnent pour ce qu'elles sont, encore à Bruxelles. Ici, la meunerie bruxelloise, qui fonctionne, qui envoie du blé jusqu'en Pologne avec ses bateaux, qui est toujours en activité. Un autre exemple, la centrale électrique, qui est une ancienne centrale électrique à charbon à Anderlecht, qui a été inaugurée en 1903 et qui alimentait tout le réseau de tramways des trams bruxellois. Et en fait, la STIB, en 1954, quand elle naît, décide de conserver ce lieu pour en faire ce qu'on appelle maintenant la maternité du tram. C'est-à-dire que c'est là que sont réparés et entretenus les trams bruxellois. Donc encore un bâtiment qui a réussi à préserver quelque part sa fonction. Et du coup, moi j'ai une petite question, c'est d'après vous, quel est l'ouvrage d'art le plus ancien et le plus grand du territoire du canal qui est encore fonctionnel aujourd'hui? Quelqu'un a une idée? C'est le canal, en fait. C'est le canal de Willebroek qui évoluait dans sa construction en 1832 pour devenir le canal, avec le canal de Charleroi, pour devenir une infrastructure de 14 km que l'on connaît. Quand je dis 14 km, entendons-nous, c'est sur la frontière bruxelloise, puisqu'évidemment, le canal est beaucoup plus long. Et pourquoi ? En fait, quand on y pense, ce fameux canal, qui est vraiment ancien, 1555, ça doit être un des plus anciens bâtiments de Bruxelles, enfin, un des plus anciens ouvrages de Bruxelles. Mais pourquoi est-ce que ce canal, qui a 20 ponts, 2 écluses, des grues anciennes, ne saute jamais aux yeux comme un élément de patrimoine? Moi, c'est vraiment un constat que je fais, qui parfois m'étonne un peu, et en témoigne un petit bras de fer dont j'ai été témoin entre l'administration régionale en charge de l'aménagement du fameux grand parc du quai aux matériaux le long du canal, sur d'ailleurs une zone économique qui est déclassée par le fameux PRAS.
Donc le but, c'est de faire vraiment une grande continuité verte sur ces quais. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs terrains portuaires qui sont déclassés pour venir compléter ce parc et venir contourner les bassins et faire des continuités. Et à proximité, en face de la place des Armateurs, il y a cet ancien pont ferroviaire avec ce petit train qui justement rappelle et marque le paysage avec cette ancienne fonction qu'avait pour être tour et taxi, le canal et en fait tout cet espace. Et l'administration, pour ne pas la citer, Bruxelles Environnement, souhaite dans ce cas déplacer la locomotive qu'elle estime ne plus avoir sa place dans une espèce de néo-paysage comme ça qui serait recomposé et qui dénoterait sans doute avec un statut contemporain d'espace récréatif et de parc. Moi, ça m'interpelle toujours. Je me dis pourquoi est-ce qu'on ne peut pas combiner les deux et pourquoi est-ce ce nouveau paysage de parc, même verdurisé, ne pourrait pas inclure ce petit bout d'histoire. Alors, de nouveau, je ne sais pas, c'est un peu une réflexion prospective que je fais parce que le canal, il ne relève pas d'une esthétique à proprement parler, il y a plein de canals différents, mais il constitue quand même l'armature d'un paysage spécifique, historique, fonctionnel, et qui a vraiment une raison d'être dans le paysage, parce que, encore une fois, si on reparle d'usage, son premier usage, c'est clairement le transport fluvial. C'est quand même 7 millions de tonnes qui circulent sur le canal, 5 à destination du port, de l'avant-port, et 2 qui sont en transit. Mais il assure aussi des fonctions hydrographiques, climatiques, comme couloir de vent, environnementales, comme composante du maillage vert et bleu, économiques, plus de 9000 emplois qui sont associés indirectement ou directement aux activités portuaires, même touristiques, récréatifs, sportifs, etc. Et je voulais revenir là aussi 2 secondes sur l'aspect de rôle hydrographique que joue ce canal. Puisque c'est assez peu connu, mais en fait le canal est non seulement un des plus gros bassins, et le plus gros bassin d'orage de la région bruxelloise, mais aussi le déversoir du réseau d'égouttage. C'est-à-dire que quand l'eau monte trop et quand il pleut trop à Bruxelles, que le réseau d'égouttage sature, un réseau d'égouttage qui est relativement ancien et obsolète, eh bien il déborde dans le canal. On sait, ça pose pas mal de problèmes, notamment de pollution. Malheureusement, l'infrastructure a été pensée comme ça, et on ne sait pas, ce sont des ouvertures au-dessus des pertuis, donc hop, ça déborde. Mais donc, c'est tout ça pour dire qu'il joue vraiment un rôle qui n'est pas juste celui de sa fonction la plus illustre, mais qu'il a aussi un rôle vraiment fondamentalement hydrographique dans ce paysage. Et qu'en plus, si on peut dire, il est aussi le fruit d'une conception technique qui aurait vraiment fait suer à grosses gouttes beaucoup d'architectes et d'ingénieurs du siècle passé, et que rien que pour ça, on pourrait le valoriser un petit peu pour ce qu'il est comme élément technique. Mais donc voilà, tout ça pour dire que ce canal constitue à lui seul un élément structurant de la capitale, d'un point de vue spatial, on dit outre-canal, technique, paysager, mais aussi sur le plan symbolique, voire carrément psychologique pour certains. Un ouvrage d'art emblématique de l'histoire de notre pays, n'en déplaise à certains, puisqu'il illustre avec envergure l'intensité des relations économiques de la Belgique dans les étapes successives de la construction de l'axe Anvers-Bruxelles-Charleroi. Alors pourquoi finalement on n'a jamais envisagé le canal lui-même comme un espace assez précieux pour le considérer comme un élément de patrimoine à part entière ? Et par conséquent, justement, penser ses abords en tenant compte de certaines spécificités esthétiques, fonctionnelles, qu'ils mettent à l'abri de l'enthousiasme généré par la spécialité de Bruxelles, le grand projet urbain et ses effets parfois destructeurs. Alors, sans doute parce qu'à l'instar du port ou du centre-tir, il remplit encore sa fonction. Et que souvent, les éléments en fonction, on a du mal à les considérer comme des éléments de patrimoine. Alors attention, je ne suis pas en train du tout de dire qu'il faut classer le canal, je ferais du port mon pire ennemi, et si chaque fois qu'il fallait toucher au boulon d'une écluse ou des écrous d'un pont, ça serait la catastrophe. Pour la petite anecdote, on vient de démonter le tablier du pont de Bouddha, dans lequel il y a une péniche qui est rentrée, donc j'ose même pas imaginer, avec le chaos que ça a généré d'un point de vue de la mobilité, du transport de marchandises, si on devait ajouter une couche réglementaire à ça, voilà, dans quelle situation saugrenue on se retrouverait, mais ce n'est pas ça le propos, encore une fois. Oh, je fais une petite insiste, j'avais mis cette petite illustration que j'adore,
qui était dans l'Atlas Canal, mais je ne suis pas sûre que tout le monde en ait saisi la portée à l'époque. Mais donc c'est le grand panorama de la bêtise humaine et de la naïveté administrative. C'est une petite caricature qui avait été faite à l'époque justement de la construction du port de Bruxelles et qui mettait en exergue justement les risques d'inondation, les pentes qui allaient être inhérentes à cette nouvelle infrastructure, et on disait que ça allait être une catastrophe pour Bruxelles. Voilà, ça a effectivement été un gros trauma pour la ville à l'époque. Mine de rien, maintenant, on voit qu'avec le temps, il remplit ses fonctions, mais voilà, c'est comme quoi, parfois, de siècle en siècle, on se dit la même chose. Mais donc voilà, tout ça pour conclure, pour dire que en fait, la perception qu'on a du patrimoine, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas les bâtiments et ouvrages à caractère industriel en usage comme des éléments patrimoniaux, et pourquoi est-ce qu'on ne les valorise pas forcément comme tels sans les départir de leurs fonctions. Alors moi, je pense que ça vient aussi d'une méconnaissance parfois des pouvoirs publics ou des habitants de l'utilité collective de ces infrastructures, et donc que ça mériterait qu'on communique sans doute un peu plus là-dessus. Et donc ma conclusion est la suivante. Le canal constitue une armature paysagère autour de laquelle survivent de nombreux témoignages architecturaux d'un passé industriel. Au-delà de la nécessaire évolution de la ville vers des usages et pratiques contemporaines, tâchons de ne pas résumer le patrimoine à un simple support à la valorisation du bâti. La meilleure manière de préserver un bâtiment ou un paysage est sans doute d'en préserver sa raison d'être. Et lorsque cela s'avère inutile, peut arriver, techniquement infaisable ou impayable, l'enjeu de la réaffectation doit être guidé par un souci d'utilité et de tractabilité urbaine à l'échelle de la ville, du quartier, voire de l'îlot. Pas forcément par une approche normative qui définit comme seule grille de lecture des aplats de couleurs sur un plan, pas plus que sur base d'une stratégie qui flirte parfois avec le marketing et qui valorise des usages et des fonctions à la mode, en faisant table rase des fonctions du passé, pour n'en conserver que le décorum. Mais voilà, plus qu'une critique à l'égard de ce qui se fait à Bruxelles, c'est plutôt un vœu pieux que l'économie du patrimoine reste avant tout au bénéfice du patrimoine et à ceux qui le font vivre par une activité pérenne. Je rejoins ça tout à fait M. Host qui disait un petit peu mieux la même chose. Mais donc voilà, on le verra aussi dans la suite des exposés de cet après-midi. Derrière le marketing territorial dont le canal est le support, il y a aussi énormément de beaux projets, parce qu'il faut pouvoir le souligner. Voilà. Je vous remercie.